Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle avec Alexis Brault, directeur de campagne de Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle 2017. Par ailleurs, vice-président délégué à Le Mans Métropole pour le numérique et adjoint à la culture à Allonne. Bonjour Alexis Brault. Bonsoir. Avant de commencer avec ce qui fait l'actualité, le renoncement de François Hollande et la candidature du Premier ministre à la présidentielle, le projet de loi sur le délit d'entrave à l'IVG élargi au numérique, la construction d'un nouvel hypermarché Auchan à Family Village. Nous allons évoquer bien sûr la candidature de Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts à l'Élysée. Yannick Jadot, 49 ans, a été désigné début novembre par 54,25% des voix au deuxième tour de la primaire écologiste face à l'eurodéputé Michel Rivasi, Cécile Duflot ayant été éliminée au premier tour. Alors vous êtes son directeur de campagne depuis le début des primaires. En quoi est-il un bon candidat pour représenter Europe Écologie Les Verts à la présidentielle ? Moi, je vais pas refaire le match. Il est un bon candidat parce qu'il a été désigné pour ça par la primaire. Donc voilà pourquoi tout le monde a bien reconnu en quoi il était un bon candidat. La question, c'est en quoi on a besoin d'écologie dans cette élection présidentielle. Et il est là le vrai sujet. La réponse, elle est évidente. On a besoin d'écologie parce que quand on regarde le programme de François Fillon, c'est même pas la non-écologie, c'est la négation de l'écologie et le retour en arrière. Le principe de précaution est vu comme une entrave à l'innovation, enfin des choses qui datent vraiment d'un autre siècle. Et puis, du côté des multiples candidats issus du Parti Socialiste, je ne sais pas trop comment on doit les nommer, puisqu'on a quand même 3 ministres, un ancien sénateur depuis 30 ans, enfin, il y a tout un magma, un nombre qui va se réduire après de candidats issus du Parti Socialiste, malheureusement. D'abord, pour beaucoup, l'écologie n'existe pas vraiment. Emmanuel Macron, c'est vive le diesel, vive le nucléaire. Bon, voilà. Manuel Valls, c'est quand même le même tonneau. On ne comprend pas bien la différence qu'il y a entre eux. Montebourg, c'est un peu pareil. Il y a Benoît Hamon qui sort du lot en ayant un discours assez proche de nous sur beaucoup de sujets. On se demande d'ailleurs ce qu'il fait au Parti Socialiste en fait, parce qu'il serait beaucoup plus proche chez nous. Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon qui est un nouveau converti à l'écologie, et donc on parle beaucoup comme beaucoup de nouveaux convertis, mais il en parle, je crois, avec sincérité, mais pas peut-être avec assez de profondeur. Donc toujours est-il que pour qu'il y ait un véritable projet écologiste, dans le sens où ce soit la porte d'entrée du développement, parce que pour nous c'est vraiment comme ça que ça doit être fait, eh bien, comme depuis 1974, il faut qu'il y ait un candidat écologiste, parce que sinon personne ne le fait d'autre. Alors, Europe Écologie Les Verts a subi les dernières années des secousses internes avec des divergences politiques qui ont entraîné d'ailleurs des démissions. Des divergences tactiques plus que des divergences politiques. Je tiens à le dire parce que quand vous votez pour un écologiste, il y avait qu'à voir les débats de la primaire, on dit ils sont tous d'accord, c'est chiant. Ils sont tous d'accord, moi je préfère qu'ils soient d'accord parce qu'au moins quand vous votez écolo, vous savez ce qu'il y a dedans. Quand vous votez socialiste, vous votez pour Manuel Valls ou pour Benoît Hamon, c'est pas du tout la même chose. Moi c'est pas une pochette surprise quoi, les écolos. Donc oui, il y a eu des divergences, il y a eu des problèmes. C'était pas des problèmes politiques, c'était des problèmes tactiques et c'est pas du tout pareil. En tout cas, Yannick Jadot n'a jamais été membre de la direction du parti. Quelles orientations politiques ou tactiques incarne-t-il chez Europe Écologie Les Verts ? Justement, sur les orientations politiques, elles sont les mêmes pour tout le monde. Elles sont assez simples. Elle dit que la porte d'entrée de l'écologie, c'est le fait que les ressources de la planète sont des ressources finies et que si on n'en tient pas compte, eh bien, on va dans le mur. Donc voilà, c'est une opposition au productivisme, pour faire vite, qui dit qu'après tout, on y arrivera toujours et que la science résoudra les problèmes qu'il y a devant nous. Donc le productivisme et son petit copain, le scientisme. Donc l'écologie, c'est dire il faut faire autrement. Parce que si on ne tient pas compte de ça, on est obligé de mettre une pression très forte sur les ressources naturelles, mais aussi une pression très forte sur les humains. Parce qu'à un moment, comme la création de richesse se raréfie, il faut la prendre sur le travail des autres en fait. Et voilà pourquoi l'écologie est extrêmement liée en même temps à l'environnement et aux politiques sociales et au mal-être que traverse la société. Donc ce projet, il est porté par tous les écologistes, il est aussi donc porté par Yannick Jadot. La particularité de Yannick, c'est que effectivement, il n'a pas été abîmé par les histoires internes d'Europe Écologie Les Verts, et c'est vrai que les partis n'ont pas très bonne presse, donc de fait, il a été tenu à l'écart de ça parce que ça n'a jamais été ce qu'il a fait. Et puis, il présente non pas une vision de l'écologie parce que c'est la même, mais une manière de parler de l'écologie qui est peut-être plus bienveillante
que d'autres écologistes que le grand public avait l'habitude d'entendre. Donc ça a une forme de renouvellement de la parole, même si sur le fond, en fait, tout le monde porte le même discours, mais il y a un renouvellement de la manière de le dire, parce que l'écologie que nous allons proposer, c'est une écologie qui permet de vivre mieux, tout simplement. Et tout le monde a cette aspiration de vivre mieux. Je crois qu'on peut l'expliquer d'une manière posée, calme et bienveillante. Bien que Yannick Jadot soit eurodéputé depuis 2009 et qu'il ait 25 ans de combat pour l'écologie derrière lui, il a notamment, faut-il le préciser, été directeur des campagnes Greenpeace en France. Il n'est cependant, il faut le dire, pas très connu du grand public. Les sondages ne le créditent que de 2 ou 3% d'intention de vote. Est-ce que c'est un point faible qu'il va falloir contourner pour convaincre plus largement un électorat ? Alors d'abord, le score que vous indiquez dans les sondages, c'est globalement le score que font les écologistes, malheureusement, depuis longtemps à la présidentielle. Donc il n'y a pas de spécificité à Yannick Jadot. On peut même se dire que compte tenu de sa notoriété, qui en effet n'est pas très très forte encore, c'est plutôt encourageant finalement, puisqu'on arrive à des scores qui étaient l'équivalent de ceux qui étaient testés avec d'autres personnes. Donc évidemment que la notoriété est quelque chose qu'il faut acquérir, la bonne notoriété, j'ai envie de dire, parce que sur la table du bureau d'Allonne où vous aurez les bulletins de vote, il y aura marqué Yannick Jadot en noir, il n'y aura pas marqué Yannick Jadot en vert, il n'y aura pas marqué l'écologiste Yannick Jadot, il y aura marqué Yannick Jadot. Donc à un moment, il faut que les gens ils sachent qui c'est. On y travaille beaucoup, on y travaille, je crois, assez bien, et les choses progressent. Yannick fait énormément de médias, à chaque fois qu'il en fait, ça se passe plutôt bien. Et moi, j'ai coutume de dire que Yannick, c'est la personne qui gagne à être connue. C'est qu'effectivement, elle n'est pas ultra connue, mais que quand on la connaît, quand on l'entend, on se dit « Waouh, c'est cool, quoi !» Un écologiste comme ça, ça permet de mieux écouter ce qu'il dit. Comme on fait beaucoup de médias qui restent encore quand même plusieurs mois avant l'élection, on va remonter ce déficit de notoriété. Je crois qu'on va parvenir à présenter ce visage d'une écologie souriante et sympathique, et puis qui fait pas peur du tout, qui présente des solutions qui marchent. En tout cas, il a fait une intervention remarquée au Parlement européen en opposition au CEFA. Oui, c'est un de ces sujets. Yannick, il est effectivement pas connu du grand public français parce que, on va dire les choses telles qu'elles sont, pour être connu en France, il faut soit être chef de parti et participer aux chamailleries politiciennes qui repoussent tout le monde, soit être une grande gueule dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Et là, effectivement, on arrive à être connu. Yannick, il est ni l'un ni l'autre. Il n'a pas été chef de parti, ni aspirant chef de parti, c'est pas son truc. Et il est député européen, et globalement, tout le monde se fout des députés européens, il faut le dire quand même. Enfin, je dirais Marc Joulot, qui est un type, un garçon formidable. Nous, on sait qu'il est député européen parce qu'on habite à 40 km de chez lui, mais personne d'autre en France. Maire de Sablé. Voilà, mais personne d'autre en France est au courant. Donc, la réalité, c'est que les députés européens en France, d'ailleurs, si on faisait le point, Yannick est très certainement dans les députés européens, tout parti confondu, si on exclut Marine Le Pen, qui est députée européenne, et Jean-Luc Mélenchon, qui l'est également, mais c'est parce qu'ils sont chefs de parti, ils sont connus, c'est pas parce qu'ils sont députés européens. Donc Yannick, finalement, il est dans les députés européens, ceux qui en France ont le plus accès aux médias. C'est comme ça, en France, on n'est pas connu quand on est député européen parce qu'on s'occupe de sujets qui sont moins proches des gens, enfin qui sont moins perçus, en tout cas qui sont moins proches des caméras. Mais il se trouve que Yannick, c'est le porte-parole de 2 sujets majeurs au niveau européen, pas au niveau français, des Verts, que sont les traités transatlantiques, donc le TAFTA et le CETA, depuis des années. Enfin, c'est lui qui est le porteur de ça, et des questions climatiques. Donc il est vraiment très en pointe sur ces 2 sujets importants, et c'est pour ça qu'il s'exprime dans l'enceinte du Parlement européen là-dessus, notamment avec cette vidéo qui a beaucoup été vue sur le 3 CETA. millions de vues, je crois. Oui, enfin, en fait, c'est même 5 millions quand on compte celles qui ont été vues sur le globe, c'est beaucoup. C'est assez exceptionnel pour des vidéos politiques. C'est un coup de bol, c'est qu'il était formidable, mais que le sujet était le sujet du moment, et puis ça s'est passé comme ça. Nous, on n'en tire pas de calcul, et quand je l'ai mise en ligne, quand j'ai appuyé sur le bouton pour la mettre en ligne, je me suis pas dit ce truc va buzzer, sinon j'aurais mis son nom tout bêtement dessus. Donc voilà, nous on est content quand un sujet sur lequel on a des choses à dire est vu par beaucoup de monde, évidemment. Alors en janvier dernier, il était avec son mentor Daniel Cohn-Bendit, qui d'ailleurs lui aussi poussait des coups de gueule au Parlement européen, l'un des promoteurs d'une grande primaire de toute la gauche pour éviter la multiplication des candidatures. Est-ce que Europe Écologie Les Verts va renoncer définitivement à participer à la primaire de la gauche, alors que l'intention de ce plaidoyer en janvier était justement d'éviter un morcellement des candidatures à gauche? Alors la question ne se pose pas comme ça. Il n'y a pas de Europe Écologie va renoncer définitivement à Europe Écologie, n'a jamais dit qu'il participerait à ça. Donc oui, Europe Écologie ne participera pas à cette primaire du Parti Socialiste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cette primaire, c'est une sorte de petit congrès du Parti Socialiste où, à 4 mois de la présidentielle, ils règlent leur compte entre un Manuel Valls,
un Montebourg et un Mont avec des petits partis satellites qui ont été créés pour l'occasion. Donc, en même temps, Alexis Brou, il n'y a pas que des socialistes à cette primaire. Il y a qui d'autre? Vous avez un écologiste, voilà, notamment. Donc c'est ce que je dis, il y a des bien. officines qui ont été créées pour ça. Je veux dire, il y a des faire-valoir qui sont créés comme dans toute organisation, on crée des petits satellites pour dire qu'on n'est pas tout seul. Donc cette primaire du Parti Socialiste, c'est la primaire du Parti Socialiste. Moi, je trouve très bien que les partis s'arrangent entre eux, ils le font, c'est parfait, ça concerne que les adhérents du Parti Socialiste, parce que ce que proposait Yannick en janvier, c'était pas du tout ça. Ce que proposait Yannick en janvier, et moi j'ai participé à toutes les réunions, j'étais avec lui pour travailler là-dessus, c'était de faire une plateforme de projet, et une fois qu'il y aura une plateforme commune de projets sur lesquels tout le monde s'entendrait, alors il sera temps de choisir qui on choisit. Là, c'est pas du tout ça qui est fait. Là, vous allez voter à la primaire du PS. Très bien, vous votez Benoît Hamon parce que vous pensez que c'est lui qui doit faire. Au final, c'est Manuel Valls qui sort. Et vous dites, finalement, Manuel Valls, c'est génial. Ça n'a pas de sens parce que, évidemment, qu'entre un Gérard Filoche, prenons encore plus, entre un Gérard Filoche et un Manuel Valls, il y a à peu près l'espace de 4 partis politiques. C'est là où je disais que c'est une pochette surprise, le Parti Socialiste. C'est qu'il y a une étiquette, il y a un logo, c'est joli, mais derrière, vous savez pas ce qu'il y a. Et là, un électeur, quand il vote, il a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Donc non, évidemment, nous ne participerons pas à cette primaire, d'abord parce qu'elle n'a rien d'écologiste et parce qu'en plus, c'est une sorte de tir au pigeon doublé d'une pochette surprise à la fin. L'un des tiraillements au sein d'Europe Écologie Les Verts, c'était le fait de savoir si on était oui ou non pour la politique gouvernementale. L'un des points d'orgue, en tout cas de son engagement pour cette campagne présidentielle, c'est de dire qu'il n'y aura aucune alliance avec le Parti Socialiste. Oui, c'est ce qu'on a voté au Congrès, c'est pas une spécificité de Yannick Jadot. La motion de Congrès de, je sais pas, c'est novembre ou décembre, je ne me souviens plus, a explicitement exclu qu'il y ait un accord avec le Parti Socialiste pour les législatives, parce que le précédent accord qui a été fait a été trahi, et que quand quelqu'un vous a trahi, vous ne faites pas un accord avec lui de toutes les manières, ça ne sert à rien, et que par ailleurs, il est important qu'il y ait une cohérence entre ce que nous faisons à l'élection présidentielle et ce que nous ferons 5 ou 6 semaines après aux élections législatives. Donc voilà pourquoi il n'y aura pas d'alliance avec le Parti Socialiste. En tout cas, Yannick Jadot vient de constituer autour de lui son équipe de campagne. Oui, c'est ma mission. J'en suis le directeur et nous sommes quelques-uns, pas encore très nombreux, à travailler là-dessus. Et puis au-delà de ceux qui travaillent tout le temps dessus, il y a tout un système de référents politiques, évidemment, de discussion, de fabrication de nos positions, et puis beaucoup de gens qui travaillent sur le projet qui sera approuvé le week-end prochain à Paris. Alors, il y a un nom qui a du poids, c'est celui de Nicolas Hulot. Est-ce qu'il pourra compter sur le soutien de Nicolas Hulot, dont il est assez proche ? Écoutez, oui, Yannick parle régulièrement à Nicolas Hulot, voilà, ils se connaissent. Si Nicolas Hulot nous soutient, c'est super. Si Nicolas Hulot nous soutient pas, c'est pas grave. Je veux dire, on peut pas. Yannick, c'est pas quelqu'un qui se remet un homme providentiel. Voilà, Yannick est le candidat. Il est pleinement le candidat. Tous ceux qui le soutiennent sont évidemment les bienvenus et quand c'est une grande personnalité de l'écologie, c'est encore plus heureux. Mais quoi qu'il en soit, Yannick est le candidat de l'écologie et il n'y a pas besoin d'une tutelle, d'un tuteur ou d'un mentor pour qu'il le soit pleinement. Alors il reste encore quelques temps pour dévoiler ce qui sera son programme. Est-ce qu'il y a déjà des grands axes qui se dessinent ? Vous avez évidemment parlé du climat. Oui, alors je ne vais pas dévoiler les choses là avant, on y a travaillé ce week-end encore. On aura un projet autour d'une France 100% renouvelable parce que le plan existe, le mode d'emploi existe. Donc on va défendre cette idée-là. On aura des choses autour d'une restauration collective qui est 100% bio ou local dans un premier temps pour passer en bio rapidement. Nous aurons quelque chose sur la retraite pour que ça tienne mieux en compte la pénibilité du travail et les différences d'espérance de vie en fait entre les uns et les autres, et en tout cas le bien-être au travail, parce que le travail est une chose, mais bien vivre son travail et la place du travail dans la société, dans sa vie, est extrêmement importante. Et puis nous aurons des choses sur l'accès au logement pour les jeunes, mais en fait ça concerne tout le monde puisque chacun sait que c'est quelque chose d'extrêmement difficile d'accéder au logement avec des garanties qui sont demandées et qui sont très souvent difficiles à obtenir. Et puis l'écologie de manière générale, c'est de la création d'emplois parce que tous ces transferts d'activités, la transition énergétique par exemple, pour produire 1 mégawatt d'énergie renouvelable, ça crée 4 fois plus d'emplois que 1 mégawatt d'énergie nucléaire. Donc de fait, passer à une France 100% renouvelable, c'est créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Développer l'agriculture paysanne plutôt que la grande industrie agricole, c'est aussi créer de nombreux emplois. Faire moins d'agroalimentaire et faire plus de transformation de circuits courts, c'est créer des emplois. Donc le programme de l'écologie, en lui-même, il relocalise des emplois
et il en crée de nombreux, que ce soit dans le bâtiment, dans l'alimentation, dans l'agriculture ou dans l'énergie. Voilà, donc ce n'est pas simplement la question de l'environnement, Bien du sûr que climat. non, mais l'écologie n'a jamais été qu'une question d'environnement. On a ce truc un petit peu particulier, c'est que Si quand je vous on le dis, parle... c'est que parce que plein de gens le pensent. Oui, hein. enfin plein de gens le pensent et plein de gens disent le contraire, mais c'est les mêmes souvent. On reproche aux écologistes de parler d'autre chose que d'environnement et on leur dit vous faites chier, ferait mieux de parler d'environnement, au moins faites de l'écologie. Voilà, donc ça, ils disent ça. Et puis les mêmes disent ah bah ouais, mais vous parlez que d'écologie, donc vous devez pas être un parti politique. Donc moi je voudrais que on soit un petit peu cohérent dans ce que l'on dit et il faut tenir compte de ce fait-là. L'écologie, ça embrasse la totalité des segments de l'activité politique parce que c'est une façon de voir le monde, il y a un paradigme particulier et donc ça concerne tous les segments de l'activité politique et c'est pour ça qu'il est légitime qu'il y ait un parti politique de l'écologie. C'est pas spécial en France, il y en a quasiment dans tous les pays du monde. Donc s'il y en a dans tous les pays du monde, c'est sans doute que ça correspond à quelque chose. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce fut le coup de théâtre de la semaine dernière. François Hollande a finalement décidé le 1er décembre de renoncer à briguer un second mandat. Est-ce que, Alexis Brault, c'est une surprise totalement inattendue puisque c'est la première fois depuis la Ve République qu'un président sortant ne se représente pas au renouvellement de son premier mandat? Bah moi je suis pas très surpris en fait. La surprise c'est qu'un président de la République sortant soit à 8% dans les sondages. Ça effectivement c'est un peu une surprise. Mais qu'un président de la République sortant à 8% dans les sondages et à qui on prédit de perdre sa primaire se représente pas, en fait je trouve pas ça très surprenant. Donc non, moi j'ai pas été très surpris par ça. La surprise elle est antérieure. La surprise elle est celle d'un président qui trahit ses promesses. Elle est celle d'un président qui tourne le dos à ses électeurs. Elle est celle d'un président qui impose le 49.3 à sa majorité présidentielle et qui la fracture. Elle est là la surprise. Qu'après tout ça, inspiré par son mauvais génie qui est Manuel Valls, parce que c'est quand même ça, le président en arrive à la conclusion que il n'est pas bon ni pour lui ni pour la France qu'il se représente. Finalement, ce n'est pas très surprenant. C'est triste pour lui, c'est pas courageux, mais en tout cas c'est une marque de lucidité. Et évidemment que c'est mais c'est la situation dans sa totalité qui est une surprise. C'est pas que le président renonce. Moi, je suis plutôt content que le président, au lieu de s'entêter comme il le fait sur beaucoup de sujets depuis longtemps, cette fois-ci, ce soit un petit peu moins entêté et s'évite entre nous. C'est 10 minutes un petit peu pénibles à passer quand il a fait son discours, mais je crois qu'il s'évite surtout 6 mois de calvaire et ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plus une renonciation lucide face à son impopularité plutôt que de se battre avec courage sur son bilan? Non, mais voilà, il y a un moment, les causes sont un petit peu désespérées et moi, je suis pas pour le masochisme ou qu'on se fasse harakiri. Évidemment que la tâche était globalement insurmontable. Je sais que quelques personnes s'imaginaient que tout ça était qu'une question de communication. Moi, j'ai jamais cru à ça. Il y a un rejet qui est profond. Enfin, quand il y a 4 ou 5% des gens qui sont satisfaits de l'action présidentielle, on se dit pas c'est un problème de communication. Ou alors, si c'est un problème de communication, il va falloir vraiment beaucoup ramer pour... Donc voilà, non, c'est pas du courage, c'est difficile pour lui. Moi, je compatis à tout ça et c'est plutôt quelqu'un de, je crois, sympathique, François Hollande. Mais là, en l'espèce, il n'était pas en situation d'être candidat, c'est sûr. De fait, que restera-t-il, d'après vous, du quinquennat de François Hollande? Écoutez, moi, j'ai pas envie de regarder dans le rétroviseur parce que je pense vraiment que ça sert à rien. Voilà. Même si des choses ont été faites. Et oui, il y a des et choses d'autres ont été ratées. Il y a des choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui ont été ratées et à quoi ça sert de se dire ça? Moi, j'ai envie qu'on se dise on va pas recommencer. Voilà, on va pas recommencer à élire des gens uniquement parce que on pense qu'ils sont moins terribles que l'autre. Parce que c'est ça la morale quand même. C'est que pourquoi on a voté pour François Hollande? Personne n'était enthousiaste pour François Hollande. Voilà. Simplement, on voulait se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Donc, il y a une forme de mouvement qui a poussé François Hollande. Bah voilà. Et ben ça, c'est le résultat d'un vote par défaut. Moi, je veux qu'on arrête de voter par défaut. Je veux qu'on vote pour ses idées, parce qu'au final, on vote pour le moins pire entre guillemets, en disant on évite le pire. Et puis, de fois en fois, le moins pire, il est encore pire que celui qu'on voulait éviter. Il faut arrêter ça. C'est pas possible. D'ailleurs, la plupart des gens arrêtent. La démocratie, elle concerne de moins en moins de monde. Les gens veulent plus voter, ils disent que ça sert à rien. Et honnêtement, on peut pas tout à fait leur donner tort, donc il faut arrêter ça. Manuel Valls, qui démissionne de son poste de Premier ministre, annonce aujourd'hui sa candidature à la pile là en primaire. ce moment, oui. Voilà. C'est lui qui aura donc la charge de défendre le quinquennat du chef de l'État et la politique mise en place par ses gouvernements. Est-ce que c'est une candidature à l'exercice du pouvoir, donc d'expérience, qui peut s'imposer dans le débat parmi les candidats à la primaire de la gauche et plus généralement au niveau de toute la gauche? Moi, c'est pas mon sujet que Manuel Valls s'impose à la primaire du Parti socialiste. C'est le sujet des socialistes. Si Benoît Hamon a envie, au final, de faire allégeance à Manuel Valls, c'est d'abord son problème et le problème de ses électrices et de ses électeurs. Moi, je m'en fiche. Peu importe qui sera le candidat du Parti socialiste, on sait qu'il y en aura un, donc c'est pas une surprise. Ce sera pas François Hollande, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera Arnaud Montebourg ou Manuel Valls, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre. Je crois pas que ça change quoi que ce soit au paysage, parce que la spécificité de ce paysage politique, elle est tout autre. Elle n'est pas qui sera le candidat du PS.
PS. Elle est d'abord que dans tous les sondages, Jean-Luc Mélenchon est mis au-dessus du candidat du PS. Quand même, ça, c'est un événement politique. Et puis, elle est que Emmanuel Macron, est lui aussi mis au-dessus. Et en fait, qu'il était l'ancien chouchou du président qui était son ministre des Finances. Donc la particularité, c'est pas Manuel Valls va-t-il changer le paysage. Le truc, c'est que il y a une multiplication des candidatures issues de ce même moule gouvernemental. Et qu'effectivement, ça c'est en même temps un problème, mais c'est avant d'être un problème, c'est le révélateur d'une fracture très très forte. Je crois qu'on vit une époque politique qui va être chamboulée. On le sait depuis un certain temps, parce que quand on arrive à fracturer sa majorité au fur et à mesure des projets de loi, il n'est pas étonnant qu'au final ça se recompose, et c'est plutôt positif au final. Yannick Jadot est très conscient qu'il ne sera pas au second tour de la présidentielle, donc Europe Écologie Les Verts aura à se positionner par rapport au candidat du second tour. Est-ce que déjà vous savez ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas? Moi, ce que je sais que je ne ferai pas, c'est répondre à des questions qui ne se posent pas. Voilà, ça je suis sûr que je ne fais pas. À droite, le Sartois François Fillon, député Les Républicains à Paris, a largement gagné les primaires qui l'ont désigné pour la présidentielle. L'un de ses proches, Thierry Solaire, a répondu ce week-end aux attaques des adversaires à son programme. Pour lui, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy n'est pas un idéologue ou un libéral, c'est un pragmatique. Est-ce qu'il faudra que le prochain chef de l'État prenne des décisions radicales pour le pays en vue de réduire le chômage, dynamiser l'économie, réduire la dette, en vue de donner à la France une place incontournable en Europe? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qu'ambitionne le projet de François Fillon. Moi, je crois qu'effectivement, il faut être extrêmement pragmatique pour accepter d'être pendant 5 ans le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, puis expliquer qu'on n'y est pour rien et qu'on est tout à fait différent. Ça demande beaucoup de pragmatisme. Ça, c'est sûr. Moi, ce pragmatisme-là, je l'appelle autrement. Soit je dis qu'il y a un double jeu, soit je dis qu'à un moment, il y a eu tromperie sur la marchandise. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas. C'est vraiment les histoires des Républicains. Ce projet-là, c'est leur projet. Il est légitime qu'ils le défendent. Ce n'est pas, pour moi, c'est un projet de retour en arrière. Après, oui, je crois qu'il faut prendre des décisions radicales, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas de rupture avec la politique qui est menée depuis 30 ans. Mais c'est pas avec la politique qui est menée depuis 5 ans, c'est avec la politique qui est menée depuis 30 ans. Et dans ces 30 ans, il y a les 5 ans de François Fillon, Premier ministre, et puis il y a avant des années où son parti était au pouvoir de la France. Parce que, encore une fois, l'économie française, la manière dont elle vit, elle va dans le mur. Elle va dans le mur avec de plus en plus de tensions, un écartement de plus en plus fort entre la démocratie, les citoyennes et les citoyens. Et puis, elle ne résout absolument pas les questions d'environnement, les questions écologiques. Donc oui, il va falloir prendre des décisions radicales, mais c'est pas la même radicalité que celle que projette pour nous tous François Fillon, je crois. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'écologiste Alexander Van der Bellen a remporté ce dimanche 4 décembre avec 53,3% des voix l'élection présidentielle en Autriche face au candidat d'extrême droite Norbert Hofer. Cet Européen convaincu de 72 ans, qualifié de pragmatique et libéral, avait mené une campagne au centre pour fédérer autour de sa candidature. Il s'est d'ailleurs présenté avec une étiquette d'indépendant après 11 années qu'il a passé à la tête des Verts. Quelle leçon nous enseigne cette élection et ce résultat? La leçon, il y en a deux. Enfin, la première, en fait, elle est au premier tour. La leçon du deuxième tour, c'est que le peuple autrichien a fait le choix de l'ouverture de l'Europe et non celui du repli sur soi, et on peut que s'en féliciter, même si évidemment on peut constater qu'il y a quand même 47% des gens qui ont fait un autre choix, ce qui est inquiétant. Mais quand on a les scores que l'on a en France, moi je fanfaronnerais pas trop sur les autres. La vraie leçon de cette élection présidentielle, elle est celle du premier tour. Elle est celle des partis traditionnels qui se sont écroulés et qui, du coup, ont permis à l'écologiste d'être au second tour. Parce qu'en fait, l'écologiste... Et à l'extrême droite. Et à l'extrême droite, mais c'est un peu comme ça chez nous en France, donc c'est moins particulier. L'écologiste a fait un très bon score, le parti écologiste est en croissance là-bas, il a fait 12-15%, mais c'est pas un parti qui fait 30 ou 40%. C'est un parti qui fait bien des meilleurs scores que nous, parce que leur système aussi est différent. D'ailleurs, ils n'ont pas la même politique que nous, en fait, que nous en France. Mais toujours est-il que la particularité, c'est le premier tour, avec un effondrement de l'équivalent du Parti socialiste, de l'équivalent de l'UMP, enfin des Républicains qu'on a chez nous, suffisamment bas pour qu'au final, ils se fassent supplanter dans les deux premiers par des forces qui prônent une rupture beaucoup plus importante que ce qu'ils font. Et c'est un petit peu, dans une certaine mesure, ce qui se passe en France aussi, où le Parti socialiste, sa destinée, c'est quand même de ne pas être au second tour. Le Parti républicain, effectivement, enfin
Oui. Les Les Républicains. Républicains maintient sa position face au Front National, mais il y a quand même un basculement des grands équilibres avec l'arrivée d'une nouvelle force qui est celle du Front National qui a supplanté, qui est en phase de concurrencer les deux autres. Donc elle est là, la leçon. Et la leçon, c'est quoi ? C'est celle que les politiques qui sont menées et dont personne ne voit des effets positifs, eh ben les gens en ont marre et ils veulent quelque chose d'autre. Alors le quelque chose d'autre, ça peut être des choses très différentes, mais la leçon, c'est qu'ils ne croient plus en ces politiques qui nous ont menés là où nous sommes. Et ça c'est valable partout en Europe, c'est pas valable seulement en Autriche. Alexis Brault, le nouveau président donc autrichien, est présenté comme un écologiste libéral. Est-ce qu'on peut être écologiste et libéral à la fois ? Oui, moi je crois. Après, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on met derrière libéral, parce qu'en fait, ça veut dire plein de choses différentes selon qu'on l'entend du point de vue économique, du point de vue social, et puis même des deux côtés de l'Atlantique, ça veut pas dire la même chose. Les écologistes autrichiens, ils sont, on dit qu'ils sont libéraux parce qu'ils ne sont pas classés à gauche comme nous le sommes historiquement. S'ils ne sont pas classés à gauche, c'est aussi parce que le système politique n'oblige pas à choisir son camp de la même manière, dans la mesure où, comme dans l'essentiel des pays d'Europe, le Parlement est élu à la proportionnelle, ce qui n'oblige pas, avec un scrutin majoritaire, à devoir choisir un camp dans lequel on n'est pas forcément très très à l'aise. Ce que revendique Europe Écologie Les Verts pour le Parlement français. Pas seulement nous d'ailleurs, les centristes le revendiquent aussi, le Front National le revendique aussi. On est très nombreux à dire que la représentation nationale n'est pas conforme et que c'est un problème d'éloignement démocratique majeur. Il n'y a que 2 pays en Europe qui sont comme ça, c'est la Grande-Bretagne et nous. Donc il ne faut pas croire que les autres sont comme nous. On est quelque chose d'extrêmement original dans le mauvais sens de cette partie-là. Donc les écologistes autrichiens, ils n'ont pas le même positionnement politique, c'est certain. C'est le cas de tous les écologistes du nord de l'Europe. Oui, si être libéral, on l'entend par faire plus confiance au marché, changer l'équilibre entre la confiance dans le marché et la confiance dans l'économie administrée, je crois que c'est pas incompatible, c'est pas dans notre culture française parce que on a une notion du service public qui est différente que dans d'autres pays. Par exemple, en France, on associe service public à fonction publique de manière quasi automatique. Alors que ce sont 2 choses différentes, mais c'est la tradition française. Dans d'autres pays, fonction publique ne veut pas dire, service public ne veut pas dire fonction publique, par exemple. Bon, mais ça fait partie de nos traditions politiques. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Donc, en France, c'est pas comme ça que c'est perçu, mais dans d'autres traditions politiques, on peut être tout autant écologiste, tout aussi attentif en même temps à l'environnement et à la situation des hommes et des femmes qui travaillent et être plus libéral que nous parce que c'est dans un environnement politique qui est différent. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 42 ans après la loi Veil, les débats ont été animés jeudi dernier entre les députés de gauche et de droite à l'Assemblée nationale. La députée socialiste de la Vienne proposait effectivement une loi qui prévoit d'étendre au numérique le délit d'entrave à l'IVG qui a été créé en 1993 et donc ainsi pénaliser les sites en ligne qui font de la désinformation concernant l'IVG. Alors que les députés socialistes, les radicaux de gauche et une majorité de l'UDI parlent d'une loi pour mieux protéger le droit à l'avortement, les députés, les Républicains, parlent eux d'une attaque à la liberté d'expression en créant un délit d'opinion. La proposition de loi ne vise pas à fermer des sites. Par contre, les juges auront à estimer s'il y a eu volonté de dissuader ou d'intimider encore les femmes à avorter. Un délit qui est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Le texte a été adopté en première lecture. Il sera présenté ce mercredi 7 décembre au Sénat. Alexis Brault, est-ce qu'il devient nécessaire de sanctionner la circulation des informations biaisées, notamment sur le numérique, pour consolider le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps? J'en suis vraiment convaincu. Je suis extrêmement surpris, en fait un petit peu choqué, qu'on puisse amener comme argument que la liberté d'expression permet de dire tout et n'importe quoi. Parce que ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'il ne faut pas de liberté d'expression pour la religion musulmane. Et il y a bien des fois, ils ont raison, non pas parce que c'est la religion musulmane, mais parce que c'est une incitation à la violence qui est faite sous couvert de religion musulmane. Tout le monde est d'accord globalement que le révisionnisme et tout ça doit être interdit et on parle pas, c'est des délits d'opinion. Enfin si, c'est les révisionnistes qui disent ça. Donc je crois pas. Donc en fait, ce que veut dire les Républicains là-dessus, c'est que décourager à l'IVG avec de fausses informations, finalement, c'est plutôt pas si mal. C'est ça qu'ils veulent dire.
Parce que de deux choses l'une, soit c'est pas bien et il est légitime que ce soit un délit, soit c'est pas si mal et à ce moment-là, il faut dire bah non, nous on trouve bien d'expliquer des conneries sur l'IVG. Non, moi je crois que ça fait beaucoup de mal parce qu'au final, ça crée des situations de doute, ça peut créer des situations de retard d'accès à l'IVG qui le rendent impossible et finalement des situations humaines extrêmement délicates. Et dire ça, c'est pas encourager à développer l'IVG, c'est au contraire donner les clés véritables pour décider, pour être informé, pour prendre la meilleure décision que l'on pense pour soi. Et je ne crois pas qu'on prend la meilleure décision avec des informations à l'entrée qui sont fausses. Donc je trouve parfaitement légitime que l'on sanctionne ceux qui, à dessein, parce qu'ils ne le font pas pour rien faire, ceux qui diffusent ces informations, ils le font pour au final faire en sorte que des femmes ne puissent pas accéder à l'IVG. Et je crois qu'effectivement, c'est un droit fondamental. Le droit à l'IVG, il y a eu un débat là-dessus dans la primaire de la droite. C'est pas seulement autoriser l'IVG. Autoriser l'IVG, effectivement, je pense que personne de censé reviendra dessus. Le droit à l'IVG, c'est aussi permettre l'IVG. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement différent. C'est est-ce que il y a suffisamment de centres pour faire les consultations? Parce que s'il faut attendre 3 mois avant d'avoir une consultation, on peut dire le droit à l'IVG, il est le même, sauf qu'en fait, il est entravé. C'est s'assurer que dans les hôpitaux, il y ait suffisamment de médecins pour pratiquer les IVG, et c'est aussi s'assurer que l'information sur l'IVG soit une information de qualité et pas une information biaisée. Donc moi, j'en ai un petit peu marre de ceux qui expliquent qu'ils n'ont pas de problème avec l'IVG, mais qui, en fait, dans la pratique, créent les conditions pour le rendre plus difficile d'accès, tout en disant « Ah, j'ai pas touché la loi, l'IVG est toujours la même, le droit à l'IVG est toujours le même. » Donc cette proposition de loi est une bonne proposition de loi. Je crains malheureusement qu'elle ne passe pas la rampe du Sénat, puisque la majorité est différente, mais en tout état de cause, moi je soutiens absolument cette proposition. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un nouvel hypermarché, on va revenir au local, au champ. C'est intéressant aussi. Bien sûr, est annoncé dans le cadre de l'extension de Family Village sur la route de Tours. Les élus écologistes dénoncent ce projet qui va s'accompagner d'une galerie de boutiques et d'un centre commercial. Pour les élus écologistes, ce projet va rentrer en concurrence directe avec certains commerces présents dans le centre-ville du Mans et ainsi aller à l'encontre de la redynamisation du cœur de ville. Alexis Brault, est-ce qu'il est impossible de fait de concilier les enjeux des commerces de proximité en centre-ville, comme en zone rurale d'ailleurs, avec un élargissement de l'offre de grandes surfaces et de commerces en périphérie du Mans? Bah oui, je crois qu'à un moment, il faut choisir. Il faut choisir et faire la politique, c'est choisir. Faire la politique, c'est pas dire oui à tout et après s'étonner des résultats. Au dernier conseil communautaire, jeudi, les élus de droite, je sais plus à quel propos, on geint un petit peu sur la désertification du centre-ville en disant vous faites rien, blablabla. C'est les mêmes qui ont voté la zone de Vénère. Voilà. Donc à un moment, il faut choisir. Il faut être responsable de ça. Ikea, le problème c'est pas Ikea, le problème c'est le nombre de magasins qu'il va y avoir autour. Mais c'est un ensemble parce que c'est d'abord une opération immobilière. Donc moi je crois qu'il faut de la cohérence dans les politiques que nous menons et de deux choses l'une. Soit on dit le centre-ville, finalement, on s'en fiche un petit peu, on va faire semblant de s'en occuper, mais au final, on continue d'autoriser tout un tas de trucs autour en disant « Ah bah oui, ils ont demandé, c'est le développement économique, on va le faire. » Voilà. Mais à ce moment-là, il faut arrêter de dire qu'on s'intéresse au commerce de centre-ville. Soit on dit que le commerce du centre-ville est important, qu'il y a déjà une offre commerciale périphérique largement suffisante dans l'agglomération du Mans et que la responsabilité politique, c'est de maintenir cet équilibre-là pour essayer de préserver la qualité des services du centre-ville. Donc moi, je crois qu'il faut de la cohérence. Les écologistes en ont. Ce serait bien si tout le monde en avait. Un peu de cohérence et un peu de courage. Je crois que ça ferait pas de mal à tout ça. Et puis, moi, je mets pas... Enfin, il y a un rôle important des commerces de centre-ville aussi dans cette histoire. C'est que... on les a pas entendus au moment de Bénère. Soi-disant, ils étaient d'accord. Alors moi, je sais pas, c'est leurs représentants qui étaient d'accord. Maintenant qu'on les entend, ils sont plus d'accord. On a aussi les représentants, ça marche pour les politiques, mais ça marche aussi pour les organisations professionnelles. On a les représentants qu'on a élus et à un moment, il faut leur demander des comptes. Riaudin fait partie de la communauté urbaine du Mans. Saint-Saturnin n'en fait pas partie. Est-ce qu'il n'y a pas une question de concurrence entre les deux zones finalement commerciales? Non, alors maintenant, Saint-Saturnin, c'est plus pareil. Non, mais c'est pas une histoire de... Vous savez, il y a une ambivalence très très forte
qui est réglé maintenant avec les zones communautaires, c'est qu'en même temps, on a intérêt à avoir des commerces sur sa commune parce que ça donne de la taxe professionnelle. Enfin, Voilà. c'est plus le cas maintenant. Et l'intérêt général, même si l'intérêt général, il serait que ce soit autrement. Bon, avec les communautés urbaines et différentes réglementations là-dessus, il n'y a plus ce côté de dumping de taxes professionnelles puisque les zones sont unifiées. Et c'est tant mieux parce que sinon les territoires se feraient concurrence entre eux. Je ne crois pas que les gens du sud du Mans aient très très besoin d'un hypermarché en plus. Ils en ont un qui s'appelle Carrefour. Et en fait, je pense que tout va bien. J'ai pas vu de gens qui mouraient de faim parce que ils ne trouvaient pas leur brique de lait qu'il leur fallait. Voilà, non, il n'y a pas besoin de commerce supplémentaire. Et puis encore une fois, autour de ce commerce, de cet hypermarché, il y a un grand nombre de boutiques. Et moi, je comprends pas, les gens n'ont pas plus d'argent. Et c'est comme l'ouverture des magasins le dimanche. Je ne crois pas qu'en ouvrant plus les magasins, on va multiplier l'argent qu'on a dans le porte-monnaie. Et ben, je crois pas non plus qu'en ouvrant plus de boutiques, on va avoir plus d'argent pour acheter toujours plus de vêtements pas chers et toujours plus de briques de lait. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous êtes aussi adjoint à la culture à Allonne. Vous avez amplement participé à la structuration de Superformat, la SMAC de territoire, scène des musiques actuelles dans la métropole. Comment avance la structuration de Superformat, puisque vous avez été partie prenante avec, entre autres, la régie Excelsior? Depuis 8 ans, on a fait beaucoup de réunions là-dessus, oui. D'abord, je suis content que ça avance. Les acteurs ont tous extrêmement bien travaillé, vraiment, et c'était pas gagné. C'est des équipes différentes. Ils ont fait un travail patient de relations et de travail ensemble, et ça, c'est très bien. Vu de l'extérieur, ça peut paraître comme étant terminé. Ce qui n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Je veux dire, tant que ce soit terminé un jour, on peut ouvrir, même s'il y a que la façade, ça marche aussi. Non, il y a encore des choses qui sont à régler au niveau de la gouvernance, qui est pas vraiment le vrai sujet, et au niveau. Et qui peut en devenir un. Oui, non, il y aura pas de problème. Enfin, non, c'est pas tellement ça qu'un problème. Et au niveau du budget, en fait, c'est quels transferts budgétaires sont faits entre les communes et l'agglo. Et moi, c'est mon souhait, dans la mesure où si on dit que c'est une SMAC de territoire avec un label de scène nationale, je trouve que de fait, le périmètre ne peut pas être que celui des communes. Mais donc c'est une discussion politique que nous avons à avoir, qui doit déboucher sur une décision financière. Voilà, le travail qui a été fait est utile de toutes les manières, donc on va maintenant avancer sur ce dossier-là, et à ce moment-là, quand ce sera bouclé, eh ben, tout sera fait et ça fonctionnera bien, et c'est une super nouvelle. Est-ce qu'il y a un moment où on saura où effectivement ce dossier est bouclé? Est-ce que ça sera en début d'année? Non, honnêtement, moi, je vais pas dire quand, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le plus tôt sera le mieux. Moi, je pense que oui, ça va se boucler au cours du premier trimestre 2017 ou plus tard. Parce qu'il le faut, parce qu'on peut pas rester en suspens comme ça, en fait. Donc, soit ça se boucle et c'est parfait, et c'est chouette, et c'est ce que tout le monde voulait, et on va tous y mettre du cœur, et je pense que c'est bien pour la musique, bien pour la culture, et bien pour les spectatrices et spectateurs de l'agglo. Soit ça se boucle pas rapidement, et puis en fait c'est que ça restera comme avant, et puis chacun évoluera en fonction de ses souhaits, de ses possibilités, mais ce serait dommage. Superformat, c'est un bien pour la programmation culturelle d'Allonne, parce que c'est vrai que vous avez été longtemps le lieu où étaient diffusées les musiques actuelles. L'idée, c'est pas que ce soit bien pour une structure plus qu'une autre. L'idée, c'est que ce soit bien pour les spectatrices et les spectateurs, et pour les artistes, puisqu'il y a vraiment les artistes sont extrêmement importants dans un dispositif public, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent public qui est mis parce que on pense qu'il est bien d'encourager tel ou tel type de création. Donc la question, elle est-ce que ça apporte quelque chose aux musiciens, et est-ce que ça apporte quelque chose aux gens qui vont voir des concerts, ou à ceux qui ne vont pas les voir, mais en tout cas ça les incite plus à voir. La question des structures, elle est différente, elle est de savoir est-ce que chacun s'y retrouve dans ce qui était son âme et ce qu'il a fait. Pour ce qui est de l'Excelsior, qui est... Est-ce que c'est le cas? Eh ben, en tout cas, on y veille. Ce qui est certain, ce que je peux assurer, c'est que si c'est pas le cas au final, alors nous n'irons pas. Voilà, c'est simple ça comme réponse. La condition pour que l'Excelsior se fonde dans Superformat, c'est qu'évidemment, notre ambition artistique et culturelle s'y retrouve avec les garanties que l'on peut avoir sur le moyen terme là-dessus. Donc c'est la condition. Mais encore une fois, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc il y a pas le problème, il n'est pas là. Le problème, il est comment est-ce qu'on va évoluer dans le financement de ça. Voilà, on parle de la fermeture de la régie Excelsior, c'est donc le cas? Non, oui, si dans le truc où Superformat existe,
la régie Excelsior serait dissoute et toute son activité serait faite par Superformat. Ça, c'est prévu, au même titre que l'activité programmation de Bebop en dehors du festival, qui pour l'instant est faite par l'association Bebop, serait plus faite par Bebop, mais serait faite par Superformat. Donc oui, bien sûr, c'est ça qui est prévu dans le cas optimal. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne fera pas ça tant qu'on n'a pas les engagements sur la pérennité, sur l'équité financière et sur évidemment la qualité artistique et culturelle. Merci Alexis Brault d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa. Merci à vous. 7.3 et radioalpa.com. On rappelle que vous êtes le directeur de la campagne de Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle 2017, vice-président délégué à Le Mans Métropole au numérique et adjoint à la culture à l'Aune. On va se quitter avec votre choix musical, What a Beautiful World, mais pas n'importe quelle adaptation. Ouais, une adaptation un petit peu plus punk rock. J'aime beaucoup cette musique et puis je crois que c'est voué à être la musique qu'on emploiera dans les meetings de cette campagne. Donc ça me fait plaisir de l'entendre. Merci à Thibaut Rocabois pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h et dimanche à midi.